Bon, merci à tous d'être venus. Je vais vous lire donc aujourd'hui un recueil de nouvelles, enfin un extrait du recueil de nouvelles Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes, qui a été écrit par Julien Campredon il y a quelques années et édité par un éditeur bordelais qui s'appelle Monsieur Toussaint Vertu. Bonjour monsieur. Bon voyage. Il existe une légende à Pont-Redon qui associe de façon totémique un lièvre et un olivier à la fondation du village. Lors de son intronisation municipale, le nouveau maire de Pont-Redon ne manqua pas d'y faire allusion. C'était certes un peu convenu, mais tout le monde avait applaudi. Ensuite, il y avait eu le vin d'honneur, le vin de noix, de pêche, de prune et pour finir, le vin de trop. On avait bien rigolé de la fin tragique du dernier maire, celui qui avait été lynché par la population pour avoir endetté son village de 423 habitants en faisant construire un parking aérien à côté de l'église, dont désormais on ne devinait même plus le clocher. Ces administrés, fous de colère, avaient fini par le noyer dans un baquet d'huile de vidange, après avoir découvert le nouveau montant de leur taxe foncière. Plus tard dans la soirée, le deuxième adjoint avait montré ses fesses, et pour le reste, c'est plus flou. Toujours est-il que lorsque l'orage éclata, c'était la deuxième fois que le nouveau maire de Pont-Redon faisait la tour de Ribote, klaxonnant les putes dans les venelles. Il voyait les putes partout. Fatigué, il donna un coup de frein à main et lâcha la pédale embrayage, ce qui fit caler la voiture dans un sursaut retenu. Une pute, lui semblait-il, vint frapper à la vitre de sa portière. En bleu de travail, avec des grosses lunettes à double foyer, son mètre 50 se voyait couronné d'une moustache en poil de blaireau, sous un nez avec des points noirs, si noirs qu'on aurait dit des pointes de clous. Peut-être pas une pute, pensa-t-il. Et sans ouvrir sa porte, il redémarra le moteur de sa vieille essence. Il avait envie de manger des huîtres. Aller à Gruissant par Saint-Laurent est le plus simple, c'est par là. Les éclairs qui striaient l'horizon vallonné lui semblaient autant de panneaux indicateurs fléchant la route à suivre. Avant d'arriver à la Grasse, il vit sur le bord de la route une forme qui, selon lui, pouvait aussi bien s'apparenter à l'autostoppeur qu'au sanglier, renard ou autre ragondin. Un bon vieux dérapage frein à main et voilà la voiture en travers de la route mouillée. Encadré par deux éclairs, un homme de petite taille en imperméable, lunettes sur le côté, lui apparut distinctement. Imperturbable, l'homme restait campé sous la pluie, tenant à deux mains un sac de représentant de commerce. Sagement, il semblait attendre le conducteur ivre. Ce dernier sortit de la voiture et mâchouilla quelque chose qui voulait dire un village par là. Enchanté, j'adore les maires, et tous les maires sont mes amis. Vous exercez une fonction admirable, monsieur, bravo. Je vous dis cela sincèrement. J'aime particulièrement être en relation avec les édiles locaux. En même temps, c'est tout naturel. Je suis représentant en rond-point. Tenez, voici ma carte. Et vous, aimez-vous les ronds-points comme ceux-ci vous aiment? À ce propos, répondez-moi. A priori, votre agglomération dispose-t-elle de suffisamment de ronds-points? Ou, plus exactement, de combien de ronds-points est équipée votre municipalité? Il pleut. Et on doit aller à Gruissant, on en a des huîtres. Gruissant? Comme c'est étrange, je devais m'y rendre justement. Le hasard, n'est-ce pas? Avez-vous déjà visité la périphérie de Narbonne, carrefour des Suds? Modestement, je vous avouerai que c'est moi qui l'ai équipé en giratoire. Hein? Élu ville rond-point de l'année en 94, je crois. Et mes huîtres? J'y viens, justement. Mais avant, j'ai un projet fou à vous soumettre. Vous voyez à quoi ressemble la croix occitane? Une croix dont le centre est marqué d'un cercle, et chacune des branches s'évase pour se diviser légèrement en 3 ramifications qui se terminent elles-mêmes par un cercle. On imaginez? Très bien, bon goût, formidable, incroyable même. Mais revenons à des questions d'urbanisme plus pratiques. Je vais adapter le schéma de la croix occitane pour dessiner les plans des futurs ronds-points de votre municipalité. Vous avez une place au milieu du village avec un truc comme une halle du XIVe siècle, par exemple? Non, du XIIIe. Parfait, on rase tout. À la place, on monte un rond-point qui se ramifie sur les 12 autres de ma croix occitane. Je sens que ça va vous plaire. Et si ça peut vous faire plaisir, ça me fait plaisir. Je me permets, pour fêter ça, de vous offrir un peu de Carthagène. J'en ai toujours sur moi. Et puis, tant qu'à faire, nous n'avons qu'à nous tutoyer. Comment t'appelles-tu? Jean-Pierre. Magnifique, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais deviné, c'est évident. Écoute, Jean-Pierre, il faut absolument qu'on se fasse la bise.
Et puis il finit la bouteille, j'en ai une autre dans ma sacoche. Lorsque Jean-Pierre se fut remis de cette mémorable cuite, il n'aurait su dire s'il avait dormi 1 heure ou un siècle. Il savait juste que la Carthagène rancunière lui raclait l'intérieur de la boîte crânienne à la petite cuillère. Vaseux, il enfila ses chaussons un par un et se traîna dans le salon. Un fax était en train de sortir et machinalement il retira la feuille pour lire le message en déjeunant. Il s'agissait de solutions électriques pour réaliser le câblage et la collection de 52 feux de signalisation. Projet qui supposait l'implantation de 3 éoliennes au cœur même de Pont-Redon. On proposait le toit de la mairie pour la plus grande. Il n'eut pas le temps de réfléchir plus que ça à l'intérêt de la chose qu'un coup de sonnette vint lui éclater au niveau des cheveux, là où ça pousse. Le maire, frottant le plancher de ses chaussons, se mit en devoir d'ouvrir la porte pour se retrouver nez à nez avec un lièvre. Celui du village et de la légende, justement. Jean-Pierre voulut refermer la porte, car les lièvres lui partent toujours en patois et ça sent mauvais. Mais celui-là intercala de son long pied couleur de charentaise la porte et l'encadrement. « C'est quoi ces couillonnades ?» disait en gros le lièvre. « Avec tes putains de ronds-points, je tourne en rond et à la longue ça m'a dit les ligaments croisés. Faudrait commencer d'arrêter de déconner, bougre d'amour. » Monsieur le maire réussit finalement à mettre le lièvre dehors. Aussitôt, coup de sonnette. C'est l'Olivier du village et son haleine de tapenade. « Ça va pas, non ? Non seulement pour faire tes ronds-points on m'a abattu, mais maintenant pour décorer le rond-point central, on parle de me vider de mes copeaux de bois pour m'empailler. Moi, l'Olivier. Mais à quelle époque vit-on ? Et l'exemple pour la jeunesse, Jean-Pierre, y a-tu seulement songé ? Promets-moi que tu vas faire quelque chose. N'oublie pas que j'ai voté pour toi, hein ? Le maire promit tout ce que l'on voulait du moment qu'on le laisse un peu dormir. Comme personne lui faisait confiance, on lui demandait de coucher ses promesses par écrit. Bien entendu, à signer n'importe quoi, il finit écartelé par ses contribuables, rendus sanguinaires par les prélèvements qui en découlèrent. C'est par une matinée radieuse qu'il fut exécuté sur l'ancienne place du Foirail, récemment démolie, celle-là même où l'on voulait à l'origine empailler l'olivier. Juste avant d'expirer, il voulut jeter un dernier regard sur le clocher de l'église, mais ne parvint à apercevoir que la masse indéfinie de béton gris que constituait le parking aérien. Comme il était encore un peu gris lui-même, il se permit de noter que l'art roman, c'est beau, mais l'art aérien, c'est aussi bien. Là-dessus, le bourreau, qui, lui, était en rouge, fit signe en bâillant aux chevaux. La foule vengée applaudit, et quelques semaines plus tard, de nouvelles sélections furent organisées. Un mois plus tard, un nouveau maire fêtait sa victoire et riait volontiers des mésaventures de son prédécesseur qui, au-delà de la note salée des ronds-points, avait laissé un village improbable. Un parking aérien, une éolienne dont on n'avait finalement jamais monté les pales, et 13 giratoires dont seulement 3 étaient raccordés au réseau routier. Le nouveau maire, essayant d'oublier momentanément le travail herculéen qui l'attendait pour redresser la situation, se mit en devoir de finir toutes les bouteilles de pastis du buffet garni. Bien des heures après que la fête se fut terminée, il courait entièrement nu dans la garrigue. Au-dessus de Canlon, il croisa un homme étrange en bordure de sentier. Il était de petite taille, portait un par-dessus et des lunettes en écaille, les cheveux bien peignés, tenant à 2 mains l'anse d'une sacoche de commis voyageur. Interpellant le maire, il réussit à freiner sa cavalcade folle et dénudée. « Bonsoir ! Si je puis me permettre, vous avez une très belle foulée. À courir de la sorte, vous m'apparaissez athlétique comme un élu municipal, je me trompe ? J'ai l'œil, vous savez, ce qui est tout naturel, car, pour ma part, je suis représentant en sortie de rocade. C'est important, les sorties de rocade, et je vous dirais même mieux, ça rend important. Votre agglomération en dispose-t-elle de suffisamment ? Ou, plus exactement, de combien de sorties de rocade est équipée votre municipalité ? Cette avalanche d'allusions aux sorties de rocade monta trop vite au cerveau de ce nouveau maire mal préparé. Pourtant, avant de tomber en coma éthylique, il éprouva un sentiment de déjà-vu. Puis il s'écroula de tout son long, dans les genêts, entre 2 asperges sauvages. De l'homme idéal de ma femme, d'elle et de ma maîtresse. Un soir des plus banals,
Ma femme et moi lisions des magazines afin de trouver le sommeil quand, je ne sais pourquoi, elle me déclara sur un ton sérieux que je ne lui connaissais pas et qui m'interdit toute dérobade « J'ai envie de faire l'amour !» Faisant face à cette interruption surprenante, je pliai soigneusement mes lunettes et lui exposai un début d'érection. Touchée, elle me sourit du sourire que seule sait prodiguer une femme partageant une extrême complicité avec son compagnon. « T'es mignon, mais je suis sérieuse, j'ai extrêmement envie de faire l'amour. » Je remis alors mes lunettes et réouvris dignement mon journal. Le lendemain, vers le milieu de l'après-midi, alors que je repeignais la chambre du fond, ma femme me téléphona du bureau. « Chérie, je t'appelle pour que tu n'oublies pas d'aller chercher les enfants au judo comme jeudi dernier. » En fait, je m'en fous, tu peux les oublier. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai très envie de faire l'amour. Tellement qu'au bureau, j'ai pas la tête à ce que je fais. Si je peux t'aider... Je savais que je pouvais compter sur toi, j'ai pas le temps de m'en occuper et comme tu fais rien en ce moment, j'aimerais que tu me trouves un amant. D'accord. Eh bien, salut. Attends, j'allais oublier. Trouve-moi un avec de gros pectoraux si possible. Je vais voir ce que je peux faire. Super, t'es un amour. Je filmerai tout et je te passerai la vidéo. Oh non, c'est vrai? Promis, je t'aime. Moi aussi. N'oublie pas les enfants. Bisous. Je savais vraiment pas où dénicher un amant pour ma femme. Lorsque je pensais à mon dentiste. Plutôt bel homme, heureux propriétaire d'une résidence secondaire près de Marrakech. Une réflexion en entraînant une autre, je fis le triste constat que, pour ma part, j'étais jamais allée à Marrakech. Quant aux enfants, ils ont l'habitude, quelqu'un les a bien ramenés. N'osant pas présenter directement à la secrétaire dentaire l'objet de ma prise de rendez-vous, je prétextai un simple contrôle. Quelques jours plus tard, je me retrouvais mal assis sur un canapé en sky, fasciné par un aquarium vide. Lassé par cette vision inutile, je me réfugiai dans un magazine où de très gros seins nus brillaient sur le papier d'une des pages publicitaires. Cette publicité vantait les mérites d'une clinique proposant des opérations esthétiques aux effets non seulement révolutionnaires, mais surtout modulables. Perplexe, je réfléchis longuement à la nature modulable d'une pareille opération, pour au bout du compte m'assoupir en plongeant de mon rêve dans l'énorme paire de seins refaits offerte à mon regard concupiscent. Mon dentiste fit irruption dans la salle, apportant avec lui un peu du soleil et du sable de ses dernières vacances. Je sursautai. Suave, il fit semblant de me reconnaître et, me prenant par l'épaule, m'invita cordialement à entrer dans son cabinet. Lorsque je m'installai sur la chaise, toujours cordial, il me demanda l'objet de ma venue. Afin de la pâter, je ne lui révélai pas tout de suite. J'avouai, penaud, que ça faisait plus de 4 ans que je m'étais présentée chez un dentiste. D'un petit sourire oblique, il me sermonna doucement en m'expliquant que, sans aucun doute, il allait constater une quinzaine de caries, m'arracher 8 dents, et pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, il aurait absolument fallu qu'auparavant, je me sois fait régulièrement suivre. Sa fausse mélancolie ne me convainquit qu'à moitié, et je vis furtivement apparaître dans ses yeux la nouvelle voiture qui comptait pouvoir s'offrir grâce à ma perdition bucco-dentaire. J'écartai une petite minute les mâchoires pour lui permettre d'inspecter ma bouche, dont, assez vite, il se retira, profondément déçu par tant de vaine spéléologie. « Vous avez des dents superbes, il n'y a rien à faire, c'est incroyable !»« Vous me devez que 25 €. Je prends les cartes vitales. »« Docteur ?»« Oui ?»« Je crois savoir que vous avez une maison du côté de Marrakech. »« En effet. »« Moi, non. »« Ah, tiens donc. Je m'étais dit que, peut-être... vous en aviez marre de passer vos vacances au Maroc, vous savez, la répétition. Voyez, moi par contre, j'ai un gentil T4 en centre-ville et quoi, si ça vous intéresse, on pourrait faire l'échange le temps de vos prochaines vacances. Voyons, pourquoi pas? Mais dites-moi au centre de quelle ville? Eh bien ici, à Carcassonne. Regardez votre fiche, j'habite au 12 rue de Verdun. Mais enfin, mon ami, vous plaisantez, j'habite moi-même au pied de la cité dans une villa avec jardin. Oui, mais moi j'habite plus près de votre cabinet. Vous ferez moins d'efforts pour vous rendre sur votre lieu de travail. Oui, mais si je suis en vacances, que voulez-vous que ça me fasse? En plus de ma maison, je vous prête ma femme. Quel âge?
38 ans, et elle est très souple. Non merci, vous êtes gentil, mais c'est trop vieux. J'insiste. Comme vous avez assurément de gros pectoraux, ça me ferait très plaisir que vous couchiez avec ma femme. Écoutez, même sans échange de maison, je vous prête ma femme. Pour vous, je veux bien voir ce que je peux faire. Mais au-dessus de 23 ans, je me déplace pas, elle a qu'à prendre rendez-vous. Bon, docteur, je lui transmets l'invitation, au revoir. 25 €, je vous prie. Oh, excusez-moi, j'avais oublié. Conscient de l'échec relatif de ma mission, je voyais mal ma femme se faire sauter sur rendez-vous, surtout après avoir patienté dans une salle d'attente. Je sortis tout de même du cabinet plein de la superbe que seul peut se permettre celui qui a des dents superbes, justement. De retour au 12 rue de Verdun, mes enfants m'attendaient depuis plus de 40 minutes. « Papa, tu fais chier, t'as que ça à faire de la journée, tu pourrais être là à 17h. C'est la faute de la NPE. Laisse-nous faire un double des clés de l'appartement au moins. Certainement pas, vous allez inviter vos copains dès que j'aurai le dos tourné et vous fumerez de la drogue. Après quoi, vous volerez mon argenterie. » Mais t'as pas d'argenterie. Ah, jeunesse pourrie. Bien sûr que non, j'ai pas d'argenterie. Tu sais combien tu me coûtes par mois? Ok, c'est cool. Salut papa. Salut papa. Ah. Je tombais effondrée sur le canapé du salon. Par représailles, mes enfants firent miauler un CD de Pascal Obispo. Ceci malgré mon interdiction formelle de faire entrer ce genre de musique chez moi. Pouvait-il pas écouter de la New Wave comme tout le monde? Et pour tout dire, ma femme commençait à m'emmerder avec sa libido impérative. Ce soir-là, je me sentais particulièrement abattue quand le téléphone rugit dans ma solitude. C'était ma conseillère de la NPE, qui désormais s'arrogeait le droit de m'appeler à toute heure du jour et de la nuit. En raccrochant le combiné, une certitude m'envahit. Non, assurément, je ne trouverais pas la force d'intégrer un amant à cette turbulente tribu. Cela m'aurait à la longue fait une 7e assiette à laver, je dis bien 7e. Car depuis quelque temps, ma conseillère passait également manger chez moi, et ce même en dehors des heures des repas. Aucun recours hiérarchique n'avait pu y faire, et toutes mes plaintes n'avaient connu qu'une seule et même réponse. Vous n'avez qu'à chercher du travail. Je suspecte la NPE et les renseignements généraux d'être des services interdépendants. Bref, s'il me fallait fournir un amant à ma femme, déjà que je devais ouvrir la porte aux enfants vers 17h ou 18h, je me souviens jamais de l'heure exacte, je vois pas quand j'aurais trouvé le temps de chercher du travail. Pour ajouter à mes tourments, ma conseillère, encore elle, avait réussi à se procurer un pass pour ouvrir la porte de mon appartement. À l'époque, elle était même en pourparlers avec ma femme pour s'installer dans la chambre du fond, mais je crois que cette dernière avait refusé, soupçonnant Marie Chantal, la conseillère, de chercher à coucher avec notre fils aîné. Comprenant qu'il n'y avait en mon cœur et en ma vie la moindre place pour un éventuel amant de ma femme, j'en vins à la seule conclusion permettant de ménager au mieux les intérêts de chacun. J'allais devenir l'amant de ma femme. Un ami tenant un magasin de moustaches postiche, rue Montpellier, m'aida à me grimer. Restait le problème des pectoraux, apparemment insoluble, jusqu'à ce que je repense à la publicité découverte chez mon dentiste, et donc curieusement j'avais retenu le numéro de téléphone. Il s'agissait d'une clinique privée installée récemment à Fontiès-d'Aude. 3 jours après, je recevais une documentation complète dans ma boîte aux lettres. Pendant ce temps, ma femme frémissait toujours d'impatience, mes enfants poireautaient toujours devant la porte dès 17h, et ma conseillère me bombardait de lettres recommandées que par principe je n'ouvrais jamais. Malgré cette apparente inimitié entre nous, je réussis à convaincre Marie Chantal en lui faisant valoir que j'avais toujours été un peu artiste sur les bords, de me financer l'opération via la NPE, au titre de l'amélioration de mon profil professionnel. C'est ainsi que, d'aiguille en fil chirurgical, je me suis fait poser en dessous des aisselles une fermeture éclair, me permettant de glisser ou de retirer à ma guise 2 poches en silicone, me laissant ainsi le loisir d'apparaître tant sous mon vrai jour que sous celui du plus monstrueux des haltérophiles. 2 semaines après l'opération, la cicatrisation étant assurée, je téléphonais à ma femme d'une cabine, tombais sur mon cadet qui faillit me démasquer, puis sur ma conseillère qui croyait tenir un de mes éventuels employeurs. Enfin, de mauvaise grâce, on me passa ma femme. Je me présentais avec un accent nîmois et lui donnai rendez-vous le lendemain dans un hôtel borgne de Castelnaudary. L'anecdote est amusante, car en parlant de mon épouse, à chaque fois que celle-ci veut imiter l'accent de Nîmes, elle prend celui de Castelnaudary. Le soir même,
Afin de pouvoir prendre le train et payer une nuit d'hôtel, je volais 40 € dans le portefeuille de mon épouse et 20 dans celui de la conseillère. À Castelnaudary, rendue anonyme par ma moustache postiche et par ma poitrine herculéenne, je retrouvais ma femme. Quelques jours plus tard, elle tint parole et me fournit la cassette de ce premier adultère. Honnêtement et sans fausse modestie, j'avais vraiment été parfait. Je dirais que le seul vrai inconvénient de mon opération fut que, depuis ce jour, je dus prendre garde à cacher mes fermetures éclairs. Ce petit handicap me donnait des airs un peu maladroits quand je compensais par ma fière allure d'amant moustachu. Je contentais ma femme et je peux dire que nous nagions dans le bonheur. Je n'eus durant les 3 mois qui suivirent que 2 problèmes à gérer. Le premier fut assez simple à résoudre. À Castelnaudary, au cours de mes énergiques séquences de va-et-vient, mes fermetures métalliques ne cessaient de tintinabuler. Pour sauver les apparences, j'en rendis responsables les mauvais ressorts du sommier, épuisés par tant de gymnastique. Cependant, mes fermetures éclairs ne tintaient pas qu'à Castelnaudary, et je voyais ma femme tiquer lorsqu'elle supprenait le choc métallique rue de Verdun, à Carcassonne. Finalement, je finis par recouvrir la tirette d'un bête morceau de scotch. Ce fut une toute autre paire de manches lorsque ma femme se rendit compte que quelqu'un se servait dans son porte-monnaie. Naïf, j'avais cru que tous les soupçons se porteraient naturellement sur les enfants. Mais ceux-ci me dénoncèrent dès le premier interrogatoire. J'eus beau les menacer de ne plus jamais leur ouvrir la porte, ils s'en foutaient, car lors d'un de mes périples, ils avaient trouvé le moyen de se procurer une clé. Je pense qu'ils ont fait un double du passe de Marie-Chantal, même si celle-ci a toujours nié. Elle aussi d'ailleurs s'est rendue compte que je lui avais pris de l'argent, mais, renversant la situation, j'ai monnayé son silence, ainsi que 600 € supplémentaires contre le mien à propos du détournement de mon fils aîné. L'affaire du porte-monnaie de ma femme n'étant pour autant pas résolue, je finis par me confesser, en expliquant à celle-ci que, comme elle me délaissait depuis un certain temps, je me voyais contraint de lui emprunter de quoi aller voir les putes. C'est ainsi que je perdis mon financement pour mes rendez-vous de Castelnaudary. La féministe qui sommeillait en ma femme se refusa tout net à cautionner mes errements libidineux. Je faillis craquer et tout avouer, mais son amant avait l'air de tellement lui plaire que j'ai continué mon petit manège. Par contre, je fus contraint de faire du stop pour aller la rejoindre, ce qui me mettait toujours en retard, car, bien évidemment, je devais souvent coucher avec les conductrices pour payer ma place. Ce qui faisait qu'une fois sur 2, lorsque je retrouvais ma femme, je m'en démous. La fois où je redemandais quelques subsides à Marie-Chantal, elle cria au viol. J'insistais pas. Il fallait se rendre à l'évidence, faute de pouvoir profiter pleinement de l'exotisme Castelroy, ma liaison avec ma femme battait de l'aile. Un jour, je faisais du stop à côté de la borne signalant le passage du méridien de Paris, quand ma femme, qui elle aussi se rendait à Castelnaudary, me vit et m'invita à monter dans sa voiture. « Et ben alors, mon chéri, que fais-tu là ?»« Je vais à Castel. »« Ah bon, mais pourquoi ? Je vais voir si la municipalité ne recruterait pas pour la fête du cassoulet. »« Mais enfin, mon ange, c'est dans plus de 6 mois. »« Oui, n'empêche que les premiers arrivés sont les mieux servis. » Et toi ? Je vais rompre avec mon amant. Comment ? Mais c'est pas possible. Mais il est chiant, il bande mou et en plus il porte la moustache. Mais enfin, il a de très beaux pectoraux. Oui, à la fin on s'en lasse. Et puis tiens-toi bien, ils sont mous. Je crois que ce sont des implants. Non. Je te jure. Tu vois, mon idéal de mec en ce moment, ce serait un gars qui aurait son corps, ta poitrine, et un sexe un peu plus long que le tien et un peu moins que le sien. T'as une idée ? Je suis pas sûre, on verra. En attendant, perds pas ton temps, plante-le sans autre forme de procès, il comprendra bien ce que ça veut dire. Et amène-moi sur Toulouse, on va aller visiter le musée Saint-Raymond, depuis le temps qu'on en parle. Et les enfants ? Ils ont un double du passe de Marie-Chantal. Et la fête du cassoulet ? T'as raison, c'est bien trop tôt pour s'en occuper. Je t'adore, t'es vraiment un chouette mari. Je crois que t'as bien mérité qu'à mon tour je te trouve une maîtresse. Mais te faire plaisir me ferait plaisir. Ah bon ? Bon. Nous sommes donc allés en amoureux au musée à Toulouse, voir une très belle exposition sur l'administration fiscale à l'heure romaine. Puis, dans la foulée, on est parti se promener dans le Lot, où nous avons dîné avant de rejoindre Carcassonne par l'autoroute de Cahors. Le soir venu, ma femme a bien essayé de coucher avec moi, mais je ne me suis pas laissé faire. Elle m'avait promis une maîtresse, et je l'attendais déjà de pied ferme. Vexée, elle a essayé de me refiler Marie-Chantal.
Je me suis fermement opposée. 2 semaines après la visite du musée Saint-Raymond, une femme me téléphona après s'être fait 3 fois raccrocher au nez par mon cadet et insultée par ma conseillère qui, sur le départ, était déçue de ne pas enfin tenir un de mes éventuels employés. Finalement, de mauvaise grâce, on daigna me passer cette femme qui se présenta avec un accent castelrois mal imité, qui se présenta avec me donnant rendez-vous le lendemain dans un hôtel borgne à Nîmes. Afin de rester indépendant, j'aurais encore voulu exploiter le filon Marie-Chantal, mais comme celle-ci nous avait quittés pour Marrakech où l'avait convié mon dentiste, je demandais à ma femme l'argent du voyage. À ma plus grande stupéfaction, elle me l'octroya sans faire de difficulté, allant même jusqu'à m'amener à la gare le matin suivant. Arrivé à Nîmes, je me perdis dans les rues prolétariennes qui se cachent derrière la gare et qui parallèlement cachaient l'hôtel que je cherchais. 1 heure après m'être installée dans une chambre à l'austérité toute sévenole, une sorte d'actrice de cinéma me rejoint. Cette apparition tout aussi surprenante qu'attendue se cachait dans un grand imperméable au col relevé et s'était coiffée avec un carré Hermès, un peu comme celui que ma tante a offert à ma femme pour nos fiançailles. D'ailleurs, en parlant de ma femme, elle lui ressemblait un peu, mais un peu plus grande. Enfin, avec ses bottes à talons, je peux pas vraiment dire. Je crois qu'elle avait les yeux bleus ou verts, mais comme elle avait les mêmes grosses lunettes de soleil que Marie-Chantal, là encore, j'aurais pas su me prononcer. Enfin bref, je suis un homme comme un autre, le détail m'intéressait peu, elle avait l'air jolie, elle avait pour le coup de très gros seins, bien plus gros que ceux de ma femme, elle était gourmande et faisait l'amour habillée en gardant ses bottes. Ce que j'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est ce tintement que je perçois. J'ai beau mettre de la ouate autour de mes fermetures éclairs, dès que je suis avec elle, le bruit reprend. Je suis horriblement gênée. Ce bruit a l'air de la déranger encore plus que moi. En effet, lorsque nous faisons l'amour et que tout tintinabule autour de nous, je la devine sous son imperméable coller ses bras à son corps. La pauvre, si elle savait. Comment pourrait-elle en être la cause? Enfin, mon épouse m'a vraiment trouvé une perle et je dois avouer que cette amante surprenante aujourd'hui encore est ma maîtresse. De plus, mes aventures gardoises m'ont curieusement rapproché de ma compagne. À vrai dire, mon idéal en ce moment, de mon épouse aurait le corps et de ma maîtresse la poitrine et les bottes. Je lui ai proposé de venir vivre chez moi, complétant ma petite famille, déjà enrichie de mon ancienne conseillère et de mon dentiste amoureux. Lors d'une sortie enflammée, je lui certifiais que pour elle, j'étais même prêt à laver une 8e assiette à tous les repas, mais elle a décliné mon invitation. Allez savoir pourquoi. La branleuse espagnole. Il y a 2 ans, j'allais travailler à Bécane. Aujourd'hui, regarde bien, sans ma gonzesse et sa moto, je regarde un con. C'est le monde à l'envers, putain! Avant, j'étais docker à 7. Je faisais des virées au Yankee 34 pour boire des bières et mater des pochons en string. C'est celle avec le tatouage d'Indien sur l'omoplate. J'aimais bien. Parfois, c'était des dauphins, mais moi, j'écoute du hard rock. Je suis plus un lien poisson et le côté Arizona, ça m'a toujours fait triper. L'Arizona, tu vois, c'est une terre d'immigrés et moi, je suis pas de 7. Non, moi je suis né à Vinassan, dans l'Aude. Mais la vie, c'est pas une facilité, bordel! Un jour, je me suis dit, putain, j'ai envie d'espace. Alors je suis venu à 7. Je me suis dégoté une piole et direct, je me suis chopé une petite au Yankee 34. Et quand tu la prenais en levrette, t'avais un putain de Geronimo qui te souriait, dis donc. J'aimais bien et tout ça, pourtant un jour je lui ai dit, bébé, bon, je t'aime bien et tout ça, mais je suis pas venu à 7 pour Geronimo. Je suis reparti sans me retourner. Cow-boy jusqu'au bout du fer de mes bottes. À force de volonté, j'ai fini par trouver le boulot au port, je suis devenu docker. Docker à 7. Ça c'était physique, tu vois, mais tranquille. Tout le monde me respectait, ça m'a ouvert des perspectives. Hein. Une fois en vacances, grâce à des copains marins, je suis même allé traîner du côté de Marseille. Là-bas, tu vois, t'as des mecs, on dirait les gonzesses avec des seins et tout, c'est bien fait parti, hein. Mais bon, moi je préfère les pocholes. Du coup, je suis rentré et j'ai continué à virer au Yankee 34 avec des filles comme moi, qui parlaient hard rock et qui se couvraient de tatouages. Un peu au doigt, quoi. Un jour, j'étais au travail sur les docks et qu'est-ce que je vois pas qui nage à moitié à poil dans le chenal, juste entre les bouées, là? Une pachole! Une vraie pachole blonde, dans le genre bourgeoise. Pas de tatouage, pas de moto, pas de soutien-gorge.
J'ai regardé ce joli brin de fille à qui, gentleman, j'aurais bien fait faire un tour sur mon bolide. Mais j'aurais pas osé. J'ai pas osé. À cause de son côté pointu, style bêcheuse à avoir des diplômes, un père médecin. Porte ouverte sur un autre monde, tu crois pas? Normalement, je me serais dit, laisse tomber mec, c'est pas pour toi. Je t'avoue que c'est pas pour toi, forcément. Ça m'a excité. Aussi, ça je le savais bien, sur de Pachol. C'est un sac à embrouille. Elles veulent aller au théâtre et après elles se barrent avec un mec qui fait bien de la montagne. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, elle me semblait exotique. Elle m'a fait des clins d'œil, un truc du genre qui m'ont rendu, comment dire, comme quand une gonzesse te trotte tellement dans le casque que t'en oublies de faire la vidange. Parce qu'à moi, ça me faisait comme si elle me disait viens, viens, viens à Marseille, même plus loin. Toulon peut-être. Changer de vie en tout cas. Aussi, il faut dire, Sète, franchement, c'est beau mais ça pue. Et ben moi, cet après-midi-là, j'ai voulu changer de vie. Un coup de tête, tu me diras. J'ai quitté le boulot avant l'horaire et pour suivre la petite nageuse que j'imaginais en string, j'ai volé un canot à moteur. Tout seul dans mon canot, j'ai l'air malin. Dans le genre, il me manquait plus que l'épuisette. Alors je me suis dit putain, je la ferais bien monter dedans. Pour la pâter, je lui ai dit chérie, viens me voir, les dockers, ils sont 2 fois mieux montés que les marins. Elle me croyait pas. Elle m'a dit que c'était pas possible, vu que les marins, c'est pas des rigolos quand même. Elle s'est gratté la tête et elle a conclu que j'étais pas son genre. Soi-disant, d'habitude, elle couchait qu'avec des garagistes. Elle est pas froid aux yeux, la petite, mais moi, tu vois, j'ai toujours eu de la répartie. Et je lui ai dit, t'en fais pas bébé, avec moi c'est la classe, mon beau-frère, il tient le garage de Plaisance. Putain, là, je te l'avais bravement coincé, elle m'a dit, Elle a hésité quand même, hein, à cause de mon histoire sur les dockers, que toutes les femmes en rêvent. Pourtant, elle m'a redit, Et cette fois, elle a aussi rajouté, d'accord, viens, je connais une petite île sympa, personne la connaît, et on peut y faire des barbecues pour manger des coustelous. Bien sûr, sans doute, je l'ai suivi. Je te raconte pas le merdier. Pendant cette odyssée, j'ai eu des baleines qui servent à rien. Elles sautent même pas en l'air quand tu passes à côté. J'ai bouffé des putains de tempêtes. Et j'ai aussi croisé des grecs antiques sur un vieux truc pourri, un rafio avec des rames et une voilerie qui m'ont dit « Fais gaffe à la gonzesse, hein, si elle chante, tu vas devenir fou !» Ça peut pas arriver, elle chante pas. Ah là, alors c'est pas la même. Tranquille les mecs, hein, si vous passez à 7, allez de ma part au Yankee 34, parce que les gonzesses là-bas, sont poils. Super, et toi, si tu te radines à Itac, il y en a une qui est sacrément bonne, hein. Puis voilà, ils sont partis. À force de rester seule sur mon bateau, j'étais tellement sur les dents que si j'avais su où c'était Itac, je serais allée direct. Parce que moi, tu vois, je mangeais les poissons qui s'en venaient s'asphyxier, là, dans la barque, et ma pachole, tranquille, toujours les seins à l'air, à nager, comme si on était à la piscine municipale, là. En plus, putain, elle me parlait de commerce équitable. J'aurais dû lâcher l'affaire, c'est sûr. Mais j'avais la trique, et elle avait des miches à te faire 8 fois le tour du monde. Ce que j'ai fait. Au bout du compte, j'ai vu une vague décharge à fleur d'eau, dégueulasse. Mais après 8 mois de mer, une décharge, et tu te crois être à Marie-Galante, hein. En arrivant, j'ai défoncé la coque de la barque sur une carcasse de machine à laver. Pas de bol. Je me suis dit, mec, c'est pas grave. C'est toujours moins pire que de marcher sur des oursins. Maintenant, la petite, tu vas pouvoir lui bouffer les nichons. Elle, comme si elle voyait pas mes pensées, la bosse de mon jean, elle était là, à barboter dans la flotte, les tétons, souriant au soleil. J'ai pris la figure de l'amoureux et gentiment, je lui ai dit « Chérie, va chercher les coustelous pendant que je prépare les braises. » Elle a juste rigolé. Moi, par contre, je rigolais pas trop, tu vois. Avec ses tours dans l'eau, elle commençait à s'éloigner un peu de la plage, alors pour la séduire, je lui ai dit « Viens bébé, je vais te faire un tatouage avec de la poudre de coquillage. » Tu me croiras si tu veux, elle voulait pas. Elle s'est remise à me parler de garagiste, de concession Citroën. Je lui ai dit, me parle pas de bagnole parce que moi je suis bécane, putain. Elle a fermé sa gueule. Je lui ai dit, bébé, j'ai traversé la Méditerranée pour toi, j'ai même croisé les Grecs. Allez, sois raisonnable maintenant, et viens, je vais te faire la totale. Silence. Tu vois, elle avait pas envie. Mais moi je me suis pas démontée. Je connais bien les femmes. Je lui ai cueilli des fleurs, des algues et des champignons. J'ai abattu plein de lauriers roses et j'en ai fait un putain d'instrument de musique à base de hard rock pour lui jouer la tristesse de mon amour prolétaire. Là, la petite princesse a dû sentir que j'étais à bloc ou quelque chose dans l'idée parce qu'elle m'a sucé sur les rochers en bord de mer. Sympa, tu vois. Pour autant, elle m'a pas rejoint sur le caillou où je me faisais sacrément chier. Pas de bécane, pas de bière. La mort.
Puis ma stripteaseuse mondaine a fini par tracer la route. Elle voulait voir le rail des Cévennes. J'aurais voulu que j'aurais pas pu la suivre, j'avais cassé la barque en accostant. Seulement, je peux te garantir que quand je l'ai vue s'éloigner de l'île, je me suis dit putain, elle est boum. J'étais triste comme les poissons asphyxiés que j'avais mangés, et il m'a fallu des mois pour m'en remettre. À pleurer ma belle moto que j'avais abandonnée en suivant ces saintes branleuses espagnoles. Un jour, j'étais en pleine déprime, j'ai trouvé des jumelles échouées sur la plage, et avec, j'ai regardé la mer pour voir si les dauphins, en vrai, ils ressemblaient à ceux que j'avais déjà pu voir sur les bras des Pachols, Narbonne et le 7. En balayant l'horizon comme ça, j'ai découvert l'îlot d'en face. Dessus, il y avait une gonzesse à poil, qui faisait de la moto. Terrible, la classe. L'air sympa et hard rock et tout. Ses cheveux noirs étaient noirs et brillants comme une super moto peinte en noir. Mais un noir joli. Pas le genre gothique, tu vois. Plutôt luisant comme une pièce de carbu neuve. Tu sais, quand il y a encore de la graisse dessus. Elle avait une dégaine à être au courant pour les dockers. Elle serait sûrement contente de me voir. Y aller aurait été toute une histoire. Je te raconte pas le bordel. Hein. Faire le radeau avec les restes de la barque et de la piole, ça m'a demandé un temps pas possible. À la fin, au moment où j'ai mis l'assemblage à l'eau, on aurait cru un naufragé qui aurait l'air d'un con. Tout en ramant, je me voyais déjà en train de raconter à la gonzesse de l'île d'en face comment on faisait du pénican, sauf que, arrivé à mi-chemin, la petite Pachole est revenue, traînant un sac plastique dans son sillage. Elle m'a dit « Mais où tu vas, mon chéri? J'ai ramené les coustelous !» J'ai dit « Bon, tu vois, je suis rentrée à Marie-Galante pour qu'à nouveau elle me refasse la même. Impossible de la sauter !» Je lui ai dit « Putain, avant j'écoutais du hard rock et je bouffais des culs au Yankee 34, qu'est-ce que t'es venu me faire chier ?» Je crois qu'elle a vu ma colère. Parce qu'elle m'a sucé une fois de plus sur les rochers où il y aurait une belle vue s'il n'y avait pas eu tout autour que de la flotte et des sardines mortes. Bien sûr, romantique, je suis retombée amoureux. On a mangé les coustelous, ils avaient un peu pris l'eau de mer et un goût de cadavre, mais dans ma tête, j'étais déjà en Arizona. J'ai démonté mon radeau pour reconstruire la cabane, puis je lui ai dit « Viens, je vais te lécher les seins ». Un peu comme si j'avais pas parlé, elle est restée à patauger dans son marigot, là. Du coup, j'ai dormi. Putain, j'étais fou. Le lendemain, elle avait une fois de plus foutu le camp. J'ai démonté la cabane pour assembler le radeau, cherchant encore une fois l'île de la gonzesse à poil qui fait de la moto. Je pensais que celle-là, au moins, elle devait avoir des putains de tatouages. J'étais tellement pressée que je ramais comme un cono lorsque l'autre enfant gâté, elle m'a rattrapée pour me dire qu'elle avait de la tendresse pour moi, mais que notre amour était impossible. Je lui ai dit, t'as tes règles? Elle m'a dit, non, je suis vierge. Putain, on me la fait pas, moi. Je lui ai dit, je suis un docker, je suis pas n'importe qui. Une fois, je suis allée à Marseille. Je lui ai dit, à la casserole, morue! Je te me la suis chopée par les cheveux, je te l'ai remontée sur le radeau. Putain, c'était pas une Pachole, c'était un poisson. Elle a pleuré. Elle m'a dit, je suis pas un poisson, je suis une sirène. Je lui ai dit, c'est des conneries, putain. Elle m'a dit, non, c'est une malédiction. Entre-temps, le radeau avait dérivé jusqu'à l'île de la Baïqueuse qui avait des tigres tatoués sur les avant-bras. Je lui ai dit à la fille au tigret, t'aurais pas des bières? Elle m'a dit, sûr que j'ai des bières. Tu vois? Elle m'a dit, et toi, putain, qu'est-ce que tu me ramènes? Je lui ai dit, bah moi, j'ai du poisson. Si tu veux, je peux te faire des tatouages avec des coquillages et jouer un putain de hard rock avec des lauriers roses. On s'est regardé des yeux en rigolant, puis je l'ai bien détaillé, derrière ses piercings et ses tatouages, si tu lui rajoutais des cheveux là où elle s'était rasée, eh ben, elle était plus belle qu'une sirène, hein. Je pensais ça quand elle m'a dit, viens chérie, je vais te montrer mes tatouages si tu veux, tu pourras toucher mon sitting bull. Ça m'a excité à mort. Je lui ai dit pour ma poutre, elle m'a répondu à l'oreille qu'elle avait très bien compris de quoi je voulais parler. Aujourd'hui, qu'elle est devenue ma gonzesse, elle me fait faire des tours sur son engin et ben moi, en contrepartie, je joue au docker et putain, ça lui fait bien plaisir, ma gonzesse. Quelque chose de terrible, si tu vois ce que je veux dire. Je n'aime pas l'hiver. Du coup, je préfère prendre mes vacances en été et donc, désireux de fouler de belles moquettes, j'ai suivi à partir de décembre dernier un stage dans un service de direction de la culture. Souvent, j'essaie d'expliquer, on ne comprend pas, que pour moi, les gens qui vivent dans ces services sont ce que j'appelle des elfes. Race supérieure ou élite sirupeuse qui boit du champagne et de la musique de chambre. Faire ça, elfe, ça me plaisait bien. Alors que, par exemple, notaire, non. Trop compliqué. Il aurait fallu calculer des dévolutions légales. Et en même temps, punk, non plus. On vomit trop. Je rêvais d'un entre-deux, être artiste ou quelque chose d'aérien. Directeur culturel, par exemple.
Et c'est ainsi qu'après avoir commencé un stage dans l'événementiel, j'ai été amenée à découvrir plusieurs postes, les plus ou moins qualifiés. En janvier, je fus affectée à la surveillance nocturne du musée des Carmélites, institution qui propose, en plus de l'exposition de son fonds permanent, les mardis soirs, concerts de musique Renaissance, les jeudis à 19h, concerts d'orgue. J'avais déjà assisté à un concert là-bas, l'an passé peut-être. Du haut d'un superbe perron de pierre blanche, un employé du genre italien jovial avait maintenu ouverte la lourde porte de chêne, tandis que les visiteurs, tous notables délicieux issus du milieu culturel, avaient passé le sas en verre et s'en étaient allés flotter vers le grand hall. Là, tout ce beau monde avait resplendi de mille feux sur ses diamants et autres soieries, au point de prendre des allures de train féerique. Dans mon souvenir, ils ne marchaient plus, ils glissaient, ne laissant dans leur sillage que la réminiscence des effluves les plus coûteux. Et cette nuit-là, petit elfe, j'avais été entraînée, pareil à une plume, dans ce courant diaphane ventilé par des créatures exquises. C'est la tête pleine de ce souvenir heureux et des ailes me poussant déjà dans le dos qu'un soir, je me présentais sifflotant à 20h12 sur le perron du musée. « Le mot de passe !»« Détendez-vous les gars, je suis le nouveau veilleur de nuit. » La porte s'ouvrit silencieusement sur des gonds impeccablement huilés. Un homme sec, en tenue militaire un peu désuète, il portait un short anglais, me faisait face, les poings sur les hanches, tétant du coin des lèvres un cigare cubain. Alors que je m'avançais pour lui tendre la main, j'entendais le crissement d'un chien de pistolet que l'on arme, tandis qu'un tube d'acier froid se collait à l'entrée de mon conduit auditif externe. « Écoute-moi, t'es peut-être un bourgeois qui se croit en visite, mais ici c'est un musée sous alarme. On rentre et on sort pas sans le mot de passe. S'il le faut, t'es un punk déguisé en bourgeois. » Les larmes aux yeux, je lui expliquais avec ma sincérité la plus candide que la DRH ne m'avait pas fait part du code. « T'as de la chance que la direction nous ait prévenu de ta venue, hein. Le code, c'est Clara Morgan. » Clara Morgan. « Eh mais quoi, Saligo, t'es jamais astiqué la kick ou quoi? T'as jamais vu de film X? » « Ah oui, Clara Morgan, oui bien sûr, Clara Morgan. » Je bredouillais les œufs dégoulinants. Le tube se décolla de mon oreille, le chien fut désamorcé, et un grand type dégingandé d'origine italienne, la vingtaine maximum, me tendit sa main désarmée. « Mais oui mon gars, Clara Morgan, on lui foutrait tous bien un coup de queue, hein, pas vrai ?» Lui, c'était Benjamin. Le quadragénaire, un ancien sergent à moustache, on l'appelait sergent ou Serge, ça dépendait. Il y en a un autre? C'est le vieux. Il est très catholique. Mais tu le verras peu, parce qu'il snipe en général depuis le grenier, ou embusqué sur le toit. Bon, t'as un gilet pare-balles qui t'attend sur le guichet, et puis je vais poser du matériel aussi. Tu prends ce que tu veux, mais te charge pas trop, hein. On t'a affecté à la mitrailleuse lourde en contrebas du hall, à la meurtrière. Snipe sur le toit? Mitrailleuse lourde? Je comprenais pas cette histoire de sniper. Serge me disait qu'il fallait avoir les couilles au cul. Benjamin ajoutait qu'il mettrait bien les siennes à celui d'une actrice porno, et à ce moment-là, alors que moi, je voulais simplement humer une nouvelle fois le parfum et la musique des elfes, une détonation nous projeta à terre. « Putain, Benji! À la porte! Et t'arranges tout ça à la grenade! Toi, le bourgeois, là, tu me sacs cette merde à la sulfateuse! Moi, quand j'appelle le vieux talkie et en fonction, je fais une sortie. Bon! Quoi qu'il arrive, tu me les laisses pas mettre de la lessive dans la fontaine! Devant le musée, après c'est chiant à enlever. » Déjà qu'ils nous ont arraché les fleurs du parterre l'autre jour, et ces flics qui font rien là. Tandis que je me souvenais de la féerie du concert, les punks nous attaquaient, en conséquence de quoi ma sulfateuse les découpait en rondelles. Benji dit « Tu crois toi en météorite ?» et il me colla un joint entre les lèvres avant de gagner son poste, tandis que nous cassions du punk au cri de « Putain de viette !» Seulement, ces salopards nous envoyaient des cocktails Molotov si bien que je vis Benji se replier, le bras brûlé au 3e degré, les yeux rougeoyants de cannabis, le cerveau vaporeux et la mitrailleuse chointant la mort. Je lui dis « C'est pas grave, tu vas pouvoir prendre des vacances. » Écoute mon gars, t'es gentil, tes parents ils peuvent sans doute payer, mais moi, si je suis pas là demain, je vais perdre ma prime annuelle, et oui, ça se passe comme ça. Surtout qu'ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas couverts en cas de sortie, car sortir du musée pouvait être considéré comme un abandon de poste. Tu vois, avec la direction, c'est toujours pareil, pas vu, pas pris. Par contre, dès qu'il y a une merde, c'est pour ta pomme. Après quoi, on est sorti verser de l'essence sur les cadavres déchiquetés des punks qu'on a ensuite enflammés. On a soigné Benji à la prune d'Alsace et on s'est bourré la gueule.
Mes collègues m'ont raconté avec fierté que jusqu'à présent, aucun assaillant n'était parvenu à voler quoi que ce soit sur le perron, et pourtant, Dieu sait qu'ils avaient essayé d'arracher les affiches géantes ou même de piquer les buis. Eh ben, mon gars, jamais! Le lendemain, le grand brûlé est revenu avec une attelle métallique qui lui soutenait son bras enrubanné de gaz, suintant la graisse réparatrice. Serge a alors décrété la soirée soir de fête. On a ouvert un cassoulet. Le vieux nous a rejoints et tandis qu'il gravait sur le bois de sa crosse autant de croix qu'il avait abattues de punk la veille, vraisemblablement ravi d'avoir un nouveau public, il s'est mis à me dévaler ses théories longuement étayées tout en haut de son clocher. Tu vois, les punks, c'est que de la racaille. Ils sont même pas croyants. Et aussi en France, tu sais pourquoi il y a un déficit? Pendant la première guerre du Golfe, on a tiré 2 missiles et que ça nous a coûté 40 millions de francs. Les Américains, ils ont rien payé. Et puis les politiques sont là à pomper qui s'augmentent de 70%. Il te resterait 100 balles qui se débrouilleraient pour se les partager. Et voilà, on est en déficit. Il a été interrompu par la sonnette de la porte. Oh merde! J'ai oublié qu'il y avait des artistes qui doivent répéter à l'orgue. J'y vais. Les artistes, ils étaient encore plus blonds que des cadres culturels. Ils étaient grands, ils étaient ariens et face à eux, pour le coup, nous n'étions rien. De la poussière, du pabot qui pue la mort, la sueur et le cassue. Ils étaient dans les peignoirs en satin et je crois qu'ils n'avaient pas de pieds car de toucher ce monde de leurs orteils, ça les aurait salis. J'avais envie de les bénir et d'essuyer leurs souillures de mes cheveux afin qu'ils continuent à incarner le beau éternel. Je lui ai dit à Serge, et comme il contestait leur salaire à ses yeux excessifs, je lui ai dit non, mon ami, non, tu ne tiens pas compte de leur bagage. Ah non mais moi ça m'énerve, hein. Il y a de quoi avoir un bagage, con. C'est quoi avoir un bagage? Moi, je conduisais un bus à 2 étages. Tu crois pas qu'il faut en avoir un bon bagage pour conduire sur la neige? Et la responsabilité? T'en fais quoi de la responsabilité? Tout ça pour 600 000 balles par mois? Pensez qu'à vous caser le cul devant un orgue et un ordinateur, là, et vous voulez vous toucher des millions? Vous n'avez qu'à décharger des caisses. Mais enfin Serge, ce sont des elfes. J'avais cru que la camaraderie me permettrait d'intégrer ce cercle d'hommes rudes. Mais assurément, s'ils acceptaient de brûler des punks, contrairement à moi, c'était pas par amour du beau. Nous avons fini de manger notre cassoulet, le nez dedans, sans parler. Le lendemain, un soir venté de janvier, je m'apprêtais à arriver en retard lorsque je vis sur le perron une silhouette qui me précédait. Le blazer municipal était impeccable, seul trahissait une lourde paire de Rangers, apanage des punks. Il sonna. Le mot de passe! Silence. Serge a entrouvert la fenêtre mitoyenne et a déchargé son browning sur l'intrus. À mon tour. Le mot de passe! Doucement. M. Plus fort. Putain Ben, t'es con, tout le monde va m'entendre, ok. Clara Morgan. Putain, tu fais chier Benji, bon ça va, t'as gagné. J'ai pensé, pour l'amour des elfes, et j'ai hurlé Clara Morgan. La porte s'est ouverte. Serge m'a demandé si j'avais pas eu de mal pour me garer, et puis on a parlé bagnole. Benji était hilar et agitait dans tous les sens son attelle qui commençait à sentir le pu, secouant son corps de façon frénétique. Serge s'est assombri soudain et m'a demandé si je n'avais rien remarqué. Quoi, quand, où, comment? Le vent d'autant. Oui, et alors? Eh bien, c'est le vent des fous, mon pauvre. Ce soir, tu peux être sûr qu'on va subir une grosse attaque, m'a-t-il confié soucieux. J'avais apporté une galette pour tirer les rois, mais le cœur n'y était plus. Ça a commencé avec le vieux qui, flairant le danger, ne nous avait pas rejoints dans la salle de repos. On avait même dû lui monter sa part de galette et son crucifix qu'il laissait d'habitude dans son casier. Tandis que nous autres, en bas, nous faisions semblant de fêter Serge, élu roi de la soirée, et un coup de feu a retenti. Le vieux venait d'abattre un de ces salopards qui taguait sur la porte d'entrée. « Tu sais combien ça a coûté à la mairie l'an passé? D'enlever toutes ces conneries qui peignent sur les murs !» Dès cette première alerte, nous avons enfilé nos gilets pare-balles et nous sommes installés à nos postes de garde respectifs. Au début, les punks venaient seulement par 2 ou par 3. Et, totalement bourrés, ils essayaient simplement de vomir ou de pisser sur le perron. Alors on les tuait. Comme ça, pour l'amour des elfes. Car nous savions que nos supérieurs hiérarchiques feraient semblant de ne pas remarquer les traces de sang dans les allées du jardinet devant le perron.
Oui, ils feraient semblant, mais au fond de leur cœur supérieurement hiérarchique. Ils ne nous en aimeraient que davantage, pour autant qu'il soit possible à un supérieur d'aimer un subalterne. Alors on tuait les punks, enfin au début, parce que dès le milieu de la nuit, il y en a eu plein qui se cachaient derrière ceux que nous avions déjà alignés. Si bien que vers 3 ou 4 heures du matin, un de leurs commandos a réussi, après avoir subi de lourdes pertes, à se replier en emportant avec lui un superbe buis empoté dans un vase des manufactures royales d'Anduze. Un de ceux qui servent à cacher la réserve à poubelle. À la vue de ce larcin, Serge est devenu rouge de colère, le browning dans la main droite. Un fusil mitrailleur en bandoulière de l'autre côté. Il a ouvert la porte du hall d'un grand coup de pied. Il nous a crié « Couvrez-moi, j'y vais !» Il fallait le voir sur le perron, irradiant de rougeur, une arme à chaque main, le cigare fumant de colère et la couronne de la galette sur la tête. Il a fait un vrai carnage. Et il a même tué une vieille matinale qui par erreur faisait chier son chien sur la pelouse. Il a tiré, fait des saltos, mitraillé, achevé à coups de crosse, donné des coups de pied aux chiens alcooliques des punks. Il a contourné les positions et nous, depuis le perron, on l'a couvert. Sauf Benji, qui faisait comme il pouvait avec son attel pour gérer la sulfateuse de l'intérieur du musée. Lorsque Serge a disparu derrière le premier pâté des maisons faisant front au musée, de l'autre côté de l'avenue, j'ai cru que c'était la dernière fois que je le voyais. Ici, nous devions faire face aux chiens affamés des punks morts qui... Pardon. Flairant sur nos chemises des taches graisseuses du cassoulet de la veille. Désolée. Cherchait par tous les moyens à nous laper ou bien à nous mordre fébrilement. Finalement, on les a eus à la grenade. Chose compliquée, car il fallait nous éloigner suffisamment d'eux pour ne pas être nous-mêmes blessés par l'explosion. C'est alors que nous avons vu Serge revenir vers nous en courant, sa couronne toujours vissée sur le crâne, le pot et son arbuste dans les bras. « Couvrez-moi, j'arrive !» Il y a un regret là. Il avait dû aller le rechercher jusque dans leur repère, un dessous de pont ou je ne sais quoi, et il avait une horde incroyable aux fesses qui le harcelait, de canettes de bière, seringues et autres armes punk. Comme un seul homme sur le parvis, nous avons mis en joue, nous foudroyions ses assaillants. J'ai pensé qu'il allait s'en sortir, jusqu'à ce qu'un drogué à crête iroquoise lui perfore la cuisse avec la hampe d'un drapeau municipal volé sur la façade d'une administration. Ivre de douleur, le sergent a arraché le pieu de sa cuisse, tandis que le vieux, sortant de derrière son dos calleux, un fusil à pompe, allait au-devant de ce collègue qui, blessé, continuait en claudiquant sa course héroïque et désespérée, tenant contre lui peau et drapeau municipal qui claquait dans le vent municipal jusqu'au bout. Un punk tente de le dépasser par la droite, une barre à mine prête à le défigurer au-dessus de la crête. Serge s'arrête net, lâchant tout son barda sauf son arbuste, qu'il serre toujours contre son cœur. L'autre entame son moulinet dans une posture de joueur de baseball. Serge sort simplement de sa poche son browning, comme on en sortirait un mouchoir. Et il abat le punk. Surtout, ne pas faire tomber le buis, ça vient d'entendre. L'hélicoptère de la police dit « Rendez-vous, vous êtes cernés !» L'hélicoptère de la police dit « Rendez-vous, vous êtes cernés !» L'hélicoptère de la police dit « Rendez-vous, vous êtes cernés !» Par habitude, tous les punks se sont couchés sur le macadam, main sur la crête et jambes écartées. Le vieux, brisé dans son élan, a déprogrammé sa mission de sauvetage et, voûté, m'a rejoint devant le musée, les mains dans les poches et le fusil à nouveau calé entre les omoplates. Seul sergent, magnifique, resté droit. Le buis contre sa poitrine, le drapeau, claquant au vent des fous. Je crois qu'il s'attendait à être félicité pour sa bravoure. « Rendez-vous, vous êtes cernés !» Nous autres, sur le perron, nous croyions que tout était fini, que l'on était sauvés et que Serge allait rentrer dans l'ordre des choses et dans le musée. Peut-être même avec une médaille ou alors une bière. On montrait des lits de camp et nous somnolerions jusqu'à l'arrivée du personnel d'entretien. Les punks, dont certains s'étaient endormis dans leur vomi, ne bougeaient plus.
Serge, saignant au travers de son short, a planté le drapeau dans le gazon du petit jardin et, la moustache fière, a regardé venir à lui les légions municipales en ordre de bataille. Soudain, une voiture break de la police a surgi de nulle part, écrasant certains des ivrognes allongés sur la chaussée. Dérapage frein à main, le directeur du musée est sorti emballé dans un riche blazer recouvert d'une étole brodée et son porte-voix a dit « Serge, mon ami, le règlement ne vous autorisait pas à sortir de l'enceinte des Carmélites. Il nous faut un coupable pour tout ce merdier. Et il nous faut un coupable !» Vous n'auriez pas dû faire ça, mon petit Serge, car vous allez trinquer. Rendez-vous, vous êtes cerné. Ce qui donne, en langage elfique, Serge, mon ami, si vous posez vos armes et que vous vous rendez aux forces de police, vous n'aurez qu'un blâme pour votre abandon de poste. Soyez raisonnable, rendez-vous, et rendez-le lui. Faites attention au pot, il date du 18e. Tu vois, avec la direction, c'est toujours pareil, dès qu'il y a une merde. La police avançait en ordre serré vers notre collègue abandonné de sa hiérarchie et de Dieu. Le vieux, regardant le ciel, a murmuré « Ne crains d'aucune manière ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Rendre le buis, putain, ça jamais. Serge a jeté son pot en l'air, dégainé de sa main libérée tandis qu'il tirait déjà de l'autre, brisant net l'avancée des municipaux. Puis, avant que le buis ne retombe, il a rengainé une de ses armes, rattrapé la plante au vol et a plongé à terre afin de ramper vers la voiture du directeur à l'abri d'un rempart protecteur des punks morts ou endormis. De notre point de vue, nous pouvions, contrairement aux policiers, suivre son cheminement, car la touffe de buis avançait en tremblotant, pareil à un panache végétal, au-dessus du magma vaguement humain qui jonchait la rue. Arrivé au niveau de la voiture, et donc protégé par celle-ci, Sergent s'est relevé et a abattu le policier qui servait de chauffeur au directeur. Comme ce dernier protestait, une giclée de sang ayant sali son châle, Serge lui a brisé la nuque d'une manchette sèche, comme il l'aurait fait d'une vieille branche. Prenant son temps, il a posé le buis du côté passager, en le faisant dépasser par la fenêtre, et avant de s'asseoir à la place du conducteur, il s'est saisi du porte-voix tombé à terre. « Je veux de mal à personne, mais là, c'est trop !» Il a claqué sa portière, ne sachant plus comment réagir face à cet imprévu, la mort du directeur. Les flics stoppaient net, gardaient leur rang, et demandaient des instructions par radio. L'ordre tombe, les policiers se ressaisissent et sonnent. « On va tirer! Rends ce buis, et tu pourras t'en tirer, fais pas le con, mec !» L'hélicoptère de la police dit « Rends-toi, Serge! Tu es cerné !» Le moteur de la safrane tricolore vrombit. Serge a jeté sa couronne de vie par la fenêtre et lancé son véhicule contre le barrage parce que, derrière, il y a le fleuve, et de là, l'accès à la rocade. Les pneus crissent, les armes aussi, à répétition. Ça canarde dans tous les sens, et le vieux et moi, nous sommes touchés. On se recroqueville comme des asticots. Je baigne dans mon sang ou le sien, je sais plus. Mais quoi qu'il arrive, j'espère que mon héros va s'en sortir. Les balles traçantes tracent. Mais Serge continue, quoi qu'il arrive, Serge continue. Les pneus éclatent, mais il maintient la direction, écrase les méchants en uniforme, reçoit une balle dans le bras. Il ne fonce pas dans le mur policier pour des visiteurs bourgeois de ce musée qu'une amie devient le sien. Il ne fait pas ça contre les punks qui, il le sait, au fond de lui, assument leur liberté. Non. Il continue pour lui, pour être municipal jusqu'au bout, pour la médaille, pour nous aussi peut-être, pour dire que, elfe ou pas elfe, c'est pas des directeurs à la con qui vont nous faire chier. Je suis Serge et je vole avec lui vers le pont. Nous, les veilleurs de nuit, ce soir, nous sommes Serge. Vas-y, sergent, nique la police. Finalement, malgré le barrage, malgré les tirs, le sergent a lancé sa voiture folle sur le pont. Et même si on ne le voit plus, même si nous avons peur de mourir, nous savons que la corrida n'est pas finie. Et qu'au bout du pont, il devra affronter d'autres matadors. Il y a eu des explosions du côté du fleuve. Acouphènes. Plus rien. Ah si, du sang. Vomir. Serge. Oh non, ça va pas du tout. Les caméras de vidéosurveillance installées sur le fronton du musée ont filmé toute la scène jusqu'au saut vers l'inconnu, vers le pont. Chaque vendredi, je retrouve Benjamin dans son appartement, qui ne quitte plus depuis qu'il touche sa pension d'invalidité, pour son bras qu'on a dû amputer faute de soins. Plus en retard,
parce que retraité, le vieux nous rejoint, avec son jogging dégueulasse. Il apporte des bières. Moi, je prends un antidépresseur. Nous posons religieusement une couronne de l'épiphanie sur la télé et, dedans, on enfonce la cassette. À nouveau Serge est là, avec son putain de buis et son putain de drapeau. 100 fois, 1000 fois, il nous refera la même. Encore, il arrache le drapeau sanglant. Il s'engouffre dans cette satanée safrane et il part. Alors nous jouons à imaginer la fin. Ce soir, pour le vieux, il est mort. Benjamin dit que peut-être sa voiture aux pneus crevés a heurté le parapet le long des berges du fleuve et qu'elle est tombée dedans. Alors Serge, il aurait sauté et il serait tombé et les punks l'auraient récupéré parce que les punks aiment les ennemis de la police et il l'aurait soigné avec de la bière et de la drogue. Et puis Serge, qui est très fort, il se serait imposé et maintenant ce serait le chef de tous les punks. Et si on le croisait, on le reconnaîtrait plus parce qu'il aurait plus la moustache ni une crête. Il ne s'est pas foulé et il nous sort la même histoire que la semaine dernière. Déjà qu'on sait que tous les punks n'ont pas de chef. Pour moi, ce soir, je sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il s'en est sorti, qu'il a passé la frontière et qu'aujourd'hui, il a ouvert un tripot à Bornéo, un truc du genre. Pour le coup, le vieux aligne sa version sur celle de Benji, il faudra que je trouve mieux la prochaine fois. En attendant, Sergent est un charismatique leader punk qui joue sans doute des reprises des Sex Pistols et baise des toxicomanes. On verra vendredi, je chercherai une solution plus crédible. Et à la prochaine réunion, il faudra bien que je leur dise aux copains. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de mal à ça, mais bon, j'ai un peu honte. Allez, un autre cachet, et puis de toute façon, je leur dirai promis que, à la fin de mon stage, ce sera moi le nouveau directeur des Carmélites. Puis le pire, c'est qu'après tout ça, je m'en fous. Je crois que je vais me faire pousser la moustache.